Selon les spécialistes, nombreuses sont ces femmes qui souffrent de la fissure obstétricale dans nos communautés. Quel impact sur leur vie et leur santé? Nous en parlons avec nos invités. Docteur Sikayi Fagbegno nous éclaire également sur la mauvaise haleine buccale et comment l'éviter. L'haleine, c'est l'air qui sort des poumons, qui va transiter par la bouche et les narines avant d'être expulsé à l'extérieur de l'organisme. Et quand est-ce qu'on dit que l'haleine est mauvaise? C'est quand cet air-là comporte des gaz malodorants. C'est des gaz qui indisposent l'entourage. Il y a des gens, quand ils parlent, quand ils respirent, vous êtes mal à l'aise parce qu'il y a une mauvaise odeur qui sort de leur organisme. On peut regrouper les causes de la mauvaise haleine en trois parties, trois catégories. Il y a les causes locales au niveau de la bouche, il y a les causes loco-régionales, donc les organes qui environnent la bouche, et il y a les causes générales. Il y a des maladies générales qui donnent la mauvaise haleine. C'est la mauvaise hygiène bucco-dentaire au niveau de la bouche qui va donner la mauvaise haleine. Il y a des gens qui ne se brossent pas les dents du tout, d'autres le font, mais le font mal. Eh bien, les débris restent, deviennent ce qu'on appelle la plaque dentaire, la plaque et donc les tartres dentaires, les dépôts sur les dents, donc donnent une mauvaise haleine. C'est ce qu'il y a fréquemment. Ça, c'est 85% des cas de mauvaise haleine au niveau buccal. Les dents peuvent avoir des trous, des caries dentaires qui vont retenir les débris alimentaires quand nous mangeons après le repas. Et ces débris vont se fermenter et c'est les produits de métabolisme, ces microbes qui donnent des gaz malodorants. Et on aura donc la mauvaise haleine. Il y a des gens qui n'ont pas de caries, mais les dents vont bouger tout seuls. Là, c'est la gencive qui est malade. Donc, c'est les débris aussi qui rentrent dans les gencives, qui détruisent les gencives. Les microbes détruisent les gencives et donc on a une mauvaise haleine. Il y a les causes, je disais tantôt, les causes loco-régionales. Ça peut être au niveau des narines. Ça peut être une sinusite. Les sinus, ce sont les fosses qui sont derrière nos narines. Et donc, ces fosses-là peuvent s'infecter, donner une sinusite et quand nous respirons, les microbes des sinus aussi produisent des gaz aussi qui vont sortir par la laine. Quand nous ouvrons la bouche, on fait ah, les deux boules qu'on a dans la gorge, sont les amygdales. Et quand ces amygdales-là aussi s'infectent, il y a la mauvaise haleine. Et en général, les diabétiques ont la mauvaise haleine. Les maladies du foie, les maladies rénales peuvent donner la mauvaise haleine. Quand on a la mauvaise haleine qui persiste, malgré une bonne hygiène bucco-dentaire, il faut s'inquiéter. Il faut aller chez le dentiste. S'il y a des caries, s'il y a des trous dans la bouche, on bouche ces trous-là. Donc, on peut bien guérir de la mauvaise haleine. Il faut d'abord rechercher la cause. C'est le chirurgien dentiste qu'on va d'abord pour que nous fassions nos investigations et rechercher la cause. On dirige vers le confrère ou la consoeur qui peut bien prendre en charge la maladie qui a donné cette mauvaise haleine-là. L'hygiène bucco-dentaire, ce n'est pas seulement à la maison. On se brosse bien les dents le matin et surtout le soir au coucher, c'est important. Il faut savoir bien le faire aussi. Mais il faut aller chez le dentiste 2 fois dans l'année. Ça, c'est très important. Pour qu'on vous détartre les dents, on nettoie les dents. On enlève les débris de tous les recoins de la bouche parce qu'on se brosse bien les dents, mais on le fait parfois mal. Donc, il y a des replis, des recoins dans la bouche où la brosse n'accède pas parfois. Les gens utilisent beaucoup de choses pour se nettoyer les dents. Le charbon, le bicarbonate, tout ça. Non, les dents sont des tissus durs, mais ce que nous oublions souvent, c'est la gencive. La gencive est très fragile, Le bicarbonate, nous le prescrivons pour des cas de maladie de la gencive. Quand il y a la gencive qui saigne, l'infection de la gencive, on prescrit le bicarbonate. Tout ça, c'est pour une durée déterminée. Quand on utilise des antiseptiques, des produits pendant longtemps dans la bouche, ce n'est pas bon parce que nous avons une flore qui protège la bouche et on finit par détruire cette flore protectrice-là. Donc, il ne faut pas abuser du bicarbonate ou des produits antiseptiques pour nettoyer la bouche tout le temps. Même les bains de bouche, il y a 2 types de bains de bouche. Il y a des bains de bouche cosmétiques qu'on peut utiliser quotidiennement. Il y a des bains de bouche qui sont des antiseptiques très forts, qu'il ne faut pas utiliser sur une longue durée. Donc, il faut savoir utiliser cela. Le bicarbonate,
c'est nous qui prescrivons, juste pour une durée donnée. Ce n'est pas bon de l'utiliser tout le temps, surtout chez les enfants, encore moins chez les enfants, parce que leur muqueuse est fragile. Chaque rapport sexuel devrait être une partie de plaisir et chaque accouchement un accueil glorieux de la vie. Mais cela n'est toujours pas le cas, surtout lorsqu'une fistule obstétricale s'installe. Entre souffrance et rejet, ces femmes voient leur vie basculer du jour au lendemain, rendant ainsi leur quotidien difficile. Pourtant, la fistule obstétricale est une affection qu'on peut guérir et qu'on peut éviter. Le 23 mai de chaque année est dédié à l'éradication de cette affection dans le monde. Votre émission Santé d'abord, comme vous vous en doutez, revient aussi ce soir sur l'importance de la sensibilisation sur la fistule obstétricale pour atteindre l'objectif qui est l'éradication de cette maladie dans le monde et surtout chez nous ici au Togo. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission. Fistule obstétricale, prévenir pour briser le cycle. C'est autour de ce thème que nous allons échanger ce soir avec deux invités qui nous font l'honneur de répondre ce soir à notre invitation. Je vous présente d'abord professeur Edoué Vio-Messewa. Il est urologue au centre hospitalier préfectoral d'Anero. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue une fois encore sur le plateau de Santé d'abord pour parler de la fistule obstétricale. Je vous remercie. Également, nous sommes avec madame Mana Tiassou. Elle est sage-femme de santé publique, cadre administratif des soins de santé à la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Madame Tiassou, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est une première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Merci, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et avec vous, nous allons échanger sur la fistule obstétricale, une affection qui rend le quotidien de ces femmes difficile, n'est-ce pas, professeur? Bien sûr. Vous avez à nous dire encore ce soir sur cette affection. Voilà. Nous entamons cette émission avec ce micro-trottoir réalisé par nos collègues de Cara. Ils ont interrogé quelques habitants de cette ville qui se sont prononcés sur ce qu'ils savent ou les informations qu'ils ont sur la fistule obstétricale. C'est à découvrir dans ce micro-trottoir que je vous propose de suivre. Sans mentir, je n'ai aucune idée. J'ai un peu de notions sur ça, mais pas trop en profondeur. Ce que je sais que c'est une maladie qu'on retrouve au niveau des femmes, qui est due peut-être lors de l'accouchement et qui a un petit problème qui surgit. Et après l'accouchement de la femme, on remarque que le pipi sort sans qu'elle ne se rende compte. Donc c'est des femmes en quelque sorte qui sont même un peu négligées dans la société parce que elles n'arrivent pas à supporter leur position en face des autres parce que c'est des femmes qui seront en quelque sorte non propres parce que c'est une maladie qui fait que de tellement lorsque l'urine vient, elle ne se sent pas, donc ça sort seulement. Donc c'est des femmes un peu restées cachées quoi. Donc c'est ce que je sais un peu. Ce que je sais, c'est ce que je dis que c'est lors des accouchements, la non-suivi de la femme. On peut parler même les débuts des grossesses, elles n'ont pas eu une suivi. D'autres femmes ne sont pas dues à accoucher par la voie normale, ça doit passer par une césarienne ou autre. Donc, le manque de suivi lors de l'accouchement, donc peut-être c'est des femmes qui accouchent à la maison comme ça et ils n'ont pas suivi des soins médicaux. Et après tout, ils peuvent subir ces genres de problèmes. Oui, maintenant, là, j'ai appris qu'on peut éviter cette maladie parce qu'il y a des occasions pour les opérations. Ils subissent des opérations sur ces points. Donc, c'est ce que je vois qu'il y a possibilité maintenant pour ces cas-ci. Et cette maladie, je n'ai jamais entendu le nom. C'est ma première fois d'entendre le nom, en fait. Donc, je ne sais pas ce que c'est réellement.
Je n'ai jamais entendu parler de cette maladie. C'est ma première fois d'entendre. Oui, bonjour monsieur. Je ne peux pas dire que c'est grande chose, mais ce que j'ai vu des malades eux-mêmes dans cette souffrance. Dans mon village natal, aussi jeune que j'étais, il y avait une femme qui avait ce problème. Cela se manifestait par les sorties d'urine répétées. Et elle avait une mauvaise humeur qui faisait que les gens la rejetaient. Donc je la sentais très souffrante au sein de la société. Bon, par après aussi, j'ai fait à Djengré. J'avais un ami qui avait une petite soeur qui en souffrait aussi. Et on a souvent dit que c'est ça. Vraiment, c'est un peu délicat pour moi. Mais ce que je sais, c'est qu'il semble que c'est au niveau de l'utérus qu'un problème intervient et on en arrive là. C'est un peu vaguement ce que je peux connaître de la chose. Cette maladie, je n'ai jamais connu ça. Le nom là, je n'ai jamais entendu ça. Bon, la fissure obstétricale, je sais que c'est une maladie. Quand ça t'attrape, tu ne peux plus contenir tes besoins. C'est-à-dire, si tu veux, tu as envie, tu ne sens plus l'envie. Ça sort seulement, quoi. C'est ce que moi je sais. Non, je n'ai jamais entendu parler. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quel type de maladie? Professeur, la population de Kara a quelques notions sur la fissure obstétricale. C'est déjà un bon début pour l'éradication de cette affection chez nous ici au Togo-Niçois. Oui, c'est une très bonne chose parce que la prise en charge repose en grande partie sur la prévention et cette prévention-là doit passer par la sensibilisation. Donc, c'est une bonne chose que la population soit déjà au courant de cette affection, de la manière dont cette affection survient et des mesures qu'il faut prendre pour pouvoir l'éviter. La sensibilisation, ce n'est pas seulement le personnel de santé, c'est dans les communautés, les leaders d'opinion, les responsables de famille, les chefs de famille qui doivent pouvoir en parler autour d'eux pour que tout le monde soit au courant de cette affection pour que les femmes enceintes aient des attitudes qu'il faut pour éviter cette affection. Professeur, quand on évoque la fissure obstétricale, qu'est-ce que nous devons comprendre? Merci beaucoup pour la question. Alors, la fistule obstétricale, c'est une affection de la femme et une affection acquise, puisqu'elle consiste en fait à une communication anormale entre certains organes de l'appareil urinaire de la femme et de l'appareil génital, parfois aussi entre l'appareil génital et l'appareil digestif de la femme, ce qui va entraîner des écoulements anormaux au niveau de la vulve de cette femme-là. Et ceci survient à la suite d'un accouchement, généralement un accouchement qui a été labouré. Nous sommes en train de voir la dynamique en fait de la détente du mobile fœtal. Alors nous avons trois compartiments. Il y a le compartiment urinaire constitué ici par la vessie, d'accord, et par l'urètre. Il y a le compartiment génital qui est composé par l'utérus dans lequel se retrouve donc le mobile fœtal et puis le vagin qui est en bas. Et nous avons le compartiment postérieur qui est constitué par l'intestin, notamment le rectum. Alors, donc, lors de la descente du mobile fœtal, il y a ce qu'on appelle une compression de ces différents compartiments. En avant, le compartiment urinaire et en arrière, le compartiment digestif. Ce qui fait que la compression, lorsqu'elle devient prolongée sur ces organes-là, ça va comprimer la vessie sur l'os pubien et éventuellement le rectum sur le coccyx ou bien l'os qui se retrouve en arrière. Ce qui va faire qu'il va se développer donc des plaies, de sortes de plaies entre la vessie et l'utérus éventuellement, ou bien entre la vessie et puis le vagin. Donc des points rouges qui sont ici, ce sont les points sur lesquels peut se développer cette plaie-là, ou entre l'utérus et le vagin, ainsi que l'intestin en arrière. Donc ces différents points en rouge, ce sont les zones où on peut avoir ces communications-là, ce qui va faire que le compartiment urinaire va faire entrer les urines dans le compartiment vaginal, ce qui va s'écouler donc par le vagin, ou bien c'est le compartiment digestif qui va faire entrer donc les matières fécales dans le compartiment génital qui va s'écouler donc par le vagin. Madame Tiassou, lorsqu'on parle de la fissure obstétricale, plusieurs facteurs rentrent en jeu, n'est-ce pas? Quels sont ces facteurs? La fissure obstétricale, c'est une affection qui survient à la suite d'un accouchement difficile, prolongé.
Donc, il y a bien évidemment des facteurs qui sont responsables de la survenue de la fissure obstétricale. D'abord, nous pouvons citer l'âge, le bas âge, qui entraîne des grossesses précoces. Là, il y a le bassin qui est immature. Donc, un bassin immature, c'est un bassin qui n'est pas normal, qui peut être responsable de la survenue de la fissure obstétricale. Il y a la pauvreté. La pauvreté, donc il n'y a pas les moyens financiers. Lorsque le travail d'accouchement commence, on n'a pas les moyens nécessaires pour se rendre à l'hôpital. Donc ça aussi, ça contribue. Il y a la discrimination liée au genre. Vous êtes d'accord avec moi que dans certaines communautés aujourd'hui même, quand le monsieur n'est pas là, la dame ne peut pas prendre la décision pour aller à l'hôpital. Il faut que la famille, la belle famille décide avant qu'elle n'aille à l'hôpital, alors que le travail d'accouchement a déjà commencé. Et il y a le retard même dans la décision de recourir au sein de santé. Il y a le retard à accéder au centre de santé parce que peut-être les routes, l'état de la route n'est pas bon, ou bien le moyen de transport même est lent. Donc ça aussi, ça peut contribuer à la survenue de la fissure obstétricale. Même une fois arrivé au centre de santé, il y a le retard de la prise en charge. Oui, à recevoir les soins nécessaires. On peut citer entre autres aussi l'information inadéquate sur la planification familiale. Donc, tous ces facteurs peuvent contribuer à la survenue de la fissure obstétricale. Professeur Siwa Viome, on cite aussi le viol et certains cancers comme cause de fissure obstétricale. Oui, alors, il faut savoir que quand on parle des fistules obstétricales, le terme, en fait, qu'il faut utiliser, ce sont les fistules génitales féminines. D'accord? C'est le terme générique sous lequel se regroupent ces fistules-là. Le terme obstétrical fait trait, en fait, à l'accouchement. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on peut avoir effectivement des fistules génitales féminines, mais qui ne sont pas d'origine obstétricale. D'accord? Donc, nous avons des fistules qui sont d'origine traumatique, des autres fistules qui sont d'origine néoplasique, par exemple, c'est-à-dire un cancer qui se développe, par exemple, peut donner une fistule. Mais nous ne rentrons pas dans ce cadre-là. Nous parlons ici des fistules qui sont survenues à la suite d'un accouchement laborieux. Donc, il y a d'autres causes également de fistules, comme vous l'avez dit. Alors, allez-y, dites-nous en même temps ces causes. Alors, je vous ai dit tout de suite qu'il y a les fistules qui sont d'origine traumatique. Donc, les cas de viol dont vous parlez, par exemple, ce sont des fistules qui sont d'origine traumatique. Il y a des fistules qui sont d'origine radique, par exemple, c'est-à-dire ce sont des patients qui ont eu une radiothérapie, c'est un traitement qu'on appelle la radiothérapie pour certains cancers gynécologiques qui font que cela fragilise la paroi de ces organes-là dans le pelvis, qui fait que secondairement, ces parois-là vont se rompre et donner ce type de fistules-là. Nous avons également certaines fistules que je venais de dire qui sont d'origine néoplasique, c'est-à-dire que c'est un cancer qui se développe dans un organe et progressivement dans l'extension de ce cancer-là, cela va atteindre d'autres organes et favoriser donc cette communication entre les deux. Et il y a le grand groupe des fistules iatrogènes, c'est-à-dire ce sont des fistules qui vont être constituées lors de certaines interventions chirurgicales, c'est-à-dire que à cause d'un certain défaut de dextérité, on peut avoir à blesser un organe et qui va secondairement se constituer en fistule. Et toutes ces fistules sont sérieuses? Bien sûr, ce sont des fistules qui sont sérieuses et parce qu'il faut forcément les réparer. Comme je vous l'ai dit tout de suite, si je prends l'exemple d'une fistule qui est d'origine néoplasique, un cancer qui se développe et qui va vers une fistule, ça veut dire que c'est plusieurs organes qui sont touchés en même temps par le cancer. En ce moment-là, c'est quand même assez sérieux la prise en charge. D'accord. Madame Thiasso, le Fonds des Nations Unies pour la population estime que plus de 600 000 femmes sont touchées par la fistule obstétricale.
ici dans la région ouest africaine. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les statistiques du nombre de femmes touchées par cette affection ici chez nous au Togo? Oui, chez nous au Togo, selon l'enquête démographique en santé au Togo de 2014, on estime 1 à 2 cas de fistule obstétricale pour 1000 naissances vivantes. Et pour la même estimation, on enregistre 150 à 250 nouveaux cas chaque année. Ce qui n'est pas rien, hein? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est important. C'est important. Professeur, des chiffres non négligeables, si on peut le dire ainsi. Et comment reconnaître une fistule obstétricale? Il faut savoir que la fistule obstétricale, le maître symptôme, c'est-à-dire le symptôme qui est pratiquement constant dans tous les types de ces fistules-là, c'est la perte involontaire des urines ou bien des matières fécales par la cavité vaginale. C'est-à-dire que lorsque la fistule se constitue, soit ce sont les urines qui sont normalement présentes dans l'appareil urinaire qui vont s'écouler secondairement dans l'appareil génital de la femme et s'écouler par le vagin. Alors ça, c'est le maître symptôme, c'est-à-dire c'est la plainte pour laquelle la patiente généralement va venir à la consultation. Il y a d'autres affections qui peuvent également se manifester par ça. Donc, va falloir examiner ces femmes-là. D'abord, s'assurer que la fuite urinaire provient de la cavité vaginale, d'abord, et secondairement, faire un examen pour aller identifier cette communication-là. Donc, généralement, c'est un examen clinique qu'on fait chez ces femmes-là. Déjà, à l'interrogatoire, on essaie de voir dans quelles circonstances déjà est-ce que cette fuite urinaire est survenue. Dans le cas des fistules obstétricales, la réponse qu'on a, c'est que c'est dans les suites de l'accouchement que cette fuite urinaire a commencé, soit pendant que la patiente était encore déjà à l'hôpital, ou bien elle a déjà été libérée après son accouchement et c'est secondairement que la fuite urinaire avait commencé. Ça, c'est à l'interrogatoire déjà qu'on peut recueillir. Ça peut nous faire penser déjà à la fistule. Maintenant, après, on va examiner la patiente. On va lui faire ce que nous appelons généralement un examen sous valve pour regarder au niveau des organes génitaux s'il n'y a pas une fuite par rapport à ces organes génitaux-là. Nous faisons également un examen sous valve pour regarder dans la cavité vaginale s'il n'y a pas un orifice par lequel éventuellement les urines sont en train de s'écouler. Et il y a d'autres artifices aussi, notamment le test au groupe de méthylène qui nous permet également de pouvoir identifier cette communication anormale-là à l'examen clinique. Donc, pour affirmer qu'il s'agit d'une fistule, il faut forcément un diagnostic médical. Bien sûr. Merci bien. Madame Tiassou, je le disais tout de suite, le Fonds des Nations Unies estime que près d'1 million de femmes souffrent de fistules aujourd'hui et attendent d'être prises en charge. Et puis, chaque année, de nouveaux cas surviennent. Vous avez commencé cette sensibilisation. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi nos femmes continuent de souffrir chaque année ou chaque jour de fistules obstétricales? Les femmes continuent pas à souffrir de fistules obstétricales parce que, comme je l'avais dit, chaque année, il y a de nouveaux cas qui apparaissent. Pour briser le cycle, comme le thème de cette année, la journée internationale d'élimination de la fistule, le dit, briser le cycle, édition 2025 bien sûr, briser le cycle et cette année, on voulait mettre l'accent sur la prévention. Donc, avec la prévention, je pense que si on met un accent particulier sur la prévention, l'incidence de la fistule obstétricale, c'est-à-dire le nombre de cas enregistrés chaque année, va diminuer. Et vous avez prévu des activités dans ce sens cette année? Oui, pour cette année, on a demandé à ce que durant tout le mois, une causerie éducative soit faite dans toutes les formations sanitaires sur la prévention de la fistule obstétricale. Donc, le tout passera par la sensibilisation? Oui, le tout passera par la sensibilisation. Et nous sommes là aussi pour vous accompagner. Madame Tiassou, comment faites-vous la détection des maladies de ces femmes? Oui, la détection de cette maladie passe par la recherche des cas dans les communautés. Et après la recherche, on passe à l'examen de confirmation qui est fait par les experts. Lors de l'examen de confirmation, ils font
le test au bleu de méthylène pour vraiment mettre en évidence la présence de lésions de la brèche. D'accord. Professeur Sewa, vous soignez souvent ces femmes touchées par la fistule obstétricale ou porteuses d'une fistule obstétricale. Est-ce qu'elles viennent spontanément à l'hôpital ou c'est toujours, d'autant plus que ce sont des femmes qui se cachent? C'est une maladie stigmatisante, marginalisante qui fait que les femmes sont retranchées, elles sont isolées et parfois rejetées même de leur société. Est-ce que ces femmes viennent d'elles-mêmes? Oui, effectivement, les fistules obstétricales ne sont pas en fait des affections que nous rencontrons de manière courante lors de nos consultations ordinaires. D'une part parce que ce sont le plus souvent des fistules qui surviennent chez des femmes qui ne sont pas proches des centres de santé qui leur permettent d'avoir accès facilement aux soins obstétricaux et d'urgence. Donc ce sont des femmes qui sont isolées dans des campagnes et qui n'ont même pas accès à l'information comme quoi c'est une maladie qui peut être traitée. Secondairement, comme Madame Tiassou l'a dit, c'est une maladie qui est stigmatisante, c'est-à-dire que lorsque ça survient dans les communautés, ce sont des femmes qui sont rejetées de la communauté. Donc, ce qui fait que pour elles, c'est une affection qui ne peut pas être guérie. Du coup, c'est rare de voir ces femmes-là venir en consultation ordinaire pour ce problème-là, d'autant plus qu'elles ont honte de ce problème-là, elles n'en parlent à personne parfois même. Et donc, c'est lorsque on fait cette campagne de sensibilisation, quand on en discute en communauté, que, bon, peut-être par hasard, elles ont cette information et elles se présentent parfois même difficilement puisqu'elles ont honte par rapport à cette situation-là. Donc, le plus souvent, on rencontre le plus grand nombre de cas lors de ces campagnes de sensibilisation et de recrutement où on les recueille et puis on les programme donc, pour leur prise en charge. Madame Tiassou, briser le cycle, hein, éradiquer la fistule obstétricale au Togo, c'est une affaire de tous, n'est-ce pas? Oui. Vous convenez avec moi? Oui. C'est une affaire de nous tous. Ok. Ce n'est pas seulement un problème d'agent de santé. Après 5 années de souffrance, celle que nous avons surnommée Safia a retrouvé le sourire après une réparation chirurgicale de la fistule obstétricale. Elle reprend ainsi sa place de mère, d'épouse et de femme au sein de sa société. L'histoire de Safia, c'est à découvrir dans ce reportage que nous présente Désiré Aloy depuis Sokode. Sokode qui abrite le centre de référence de prise en charge de la fistule obstétricale. Après 2 mois de séjour, une prise en charge gratuite suite à une intervention chirurgicale réparatrice de fistule obstétricale, cette dame bénéficiaire retrouve sa famille toute heureuse. Et d'abord, je tenais à remercier tout le monde, le gouvernement togolais et la CEDEAO pour cette campagne qui nous a vraiment permis de retrouver notre vie comme menée avant. CEDEAO, c'est ma maman. Je suis vraiment contente. Depuis 10 ans, elle ne s'était pas à l'aise parce que toutes ces années, on souffrait beaucoup. Elle a regagné sa famille bras chargés, un soutien du gouvernement togolais et de son partenaire, la CEDEAO, au travers de son agence polyvalente, Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, CCGD. Soutien pour relancer son activité génératrice de revenus, AGR, qu'elle faisait. Après les 2 mois en partant, j'ai opté pour le commerce et on m'a acheté un kit d'alimentation générale bien garni qui me permet de bien lancer mon commerce avec une enveloppe de 70 000 francs pour m'appuyer, disposer de tout le nécessaire. C'est une maman du quartier. Elle est toujours stressée, une maman toujours triste, mais par la grâce de Dieu, et après son opération, quand elle est revenue à la maison, vraiment, on voit le sourire sur le visage de la maman. Elle s'épanouit. En la voyant même, elle a vraiment changé. On rend grâce à Dieu. Quelques jours après, on a vu que son activité a recommencé et on est fiers d'elle. De son retour à la maison, on voit un grand changement. Une famille toute heureuse de retrouver leur maman rétablie. Nous sommes très contents de remercier le gouvernement et la CEDEAO de nous avoir donné cette joie. Nous, 16 enfants, nous sommes contents pour la maman.
Le ministère en charge de l'action sociale sur le terrain pour toucher du doigt le démarrage des activités génératrices de revenus des patientes guéries du mal qui les rongeait durant des années. Professeur, parlons des complications. Quelles sont les complications qui peuvent être liées à cette affection? Les complications liées à cette affection sont liées en grande partie au contact permanent que les urines peuvent avoir avec les structures où les urines ne s'écoulent pas normalement. La première chose qu'on a le plus souvent chez ces femmes-là, c'est ce qu'on appelle la dermite urineuse. La dermite urineuse, ce sont des lésions cutanées qu'on va découvrir chez ces personnes-là au niveau de la vulve ou bien au niveau de la face interne des cuisses. En fait, qui sont des lésions parfois prurigineuses, qui sont liées au contact permanent des urines avec la peau et qui donnent ces lésions-là. Ces lésions peuvent s'infecter, peuvent donner en fait des infections génito-urinaires à répétition chez ces femmes-là, puisque vous avez des urines qui coulent en permanence. Facilement, un microbe peut se développer là-bas et entraîner des infections génitales. Secondairement, nous pouvons avoir chez certaines patientes ce que nous appelons une sclérose vaginale, c'est-à-dire que l'écoulement permanent des urines au niveau de la cavité vaginale va entraîner en fait une modification de la texture du vagin, ce qui va faire que le vagin va devenir un peu plus petit et va entraîner chez ces patientes ce que nous appelons la dyspareunie, c'est-à-dire les douleurs lors des rapports sexuels par exemple. Et chez certaines patientes, cette fistule peut évoluer même vers une infertilité secondaire. Voilà, donc autant de complications qui peuvent survenir chez une patiente, surtout chez des patientes qui gardent cette fistule-là pendant très longtemps. D'accord. Madame Tiassou, les conséquences liées à la fistule obstétricale ne sont pas que médicales, n'est-ce pas? Oui. Quelles sont les autres complications qui peuvent accompagner cette affection? Et en dehors des complications médicales, la fistule obstétricale a d'autres conséquences sur la victime. D'abord, la victime est discriminée partout. Il y a la stigmatisation. Il y a des construits sociaux autour de la fistule même. C'est une dame qui est considérée comme sorcière dans sa communauté. D'autres pensent que c'est une dame qui a découché. Pour d'autres, c'est de l'envoûtement. Et une femme victime de fistule obstétricale n'arrive pas à faire ses activités génératrices de revenus. Même si elle vend quelque chose, les gens n'aiment pas acheter ces marchandises. À cause des odeurs. À cause des odeurs. Il y a d'autres complications. C'est une femme qui fait la dépression. Elle est repliée sur elle-même. Il y a l'isolement. Il y en a même qui sont répudiés par leur mari. Donc, c'est une maladie vraiment déshumanisante. Dites-nous, quels sont les axes de prise en charge de la fistule obstétricale aujourd'hui au Togo? Oui, les axes de prise en charge de la fistule obstétricale au Togo. Aujourd'hui, on a la prévention, la prise en charge chirurgicale ou le traitement médical. Et il y a la réinsertion socio-économique et psychologique des femmes. Donc le volet psychologique est vraiment pris en charge parce que c'est important. Oui, le volet psychologique est pris en compte dans les axes. D'accord. Professeur Sewa, Madame Tiassou, en évoquant les moyens ou les axes de prise en charge de la fistule, elle a parlé de la prise en charge chirurgicale. On a vu aussi avec le sujet de Madame Safia, elle a été réparée chirurgicalement. La prise en charge chirurgicale est-elle le seul moyen de traitement de la fistule obstétricale? Alors, il faut savoir que la fistule, généralement, lorsque elle est constituée, le traitement, il est chirurgical. Il est chirurgical. Mais il existe certains types de fistules, notamment certaines fistules vésico-vaginales, qui sont fraîches lorsqu'on détecte la fistule juste après l'accouchement et que c'est une petite fistule. On peut faire un traitement médical qui va consister à mettre au repos la vessie, par où fuient les urines, et la fistule peut se refermer toute seule en quelques semaines. Mais ce sont des cas qui ne sont pas courants. Généralement, ce sont des patients qui sont des femmes qui sont libérées et c'est après que la fistule se constitue. Et chez ces patientes-là, il faut nécessairement aller faire un geste chirurgical qui va consister en la fermeture de la fistule et à la restitution de l'intégrité des organes qui entrent dans la constitution de la fistule. Donc, c'est un traitement qui est chirurgical.
Madame Siassou, en parlant, elle a évoqué le volet psychologique en post-opération, si je peux le dire ainsi. Mais une femme, qu'on vous amène ou qui vient pour son opération chirurgicale dévastée, perdue, triste, vous arrivez quand même à les rassurer, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une partie importante en fait de la prise en charge parce que on ne doit pas ignorer que ce sont des femmes qui ont été abandonnées par leur communauté pendant un certain temps et quand elles se retrouvent dans un environnement hospitalier qui est censé leur redonner un certain goût de vivre, il va falloir peut-être agir un peu sur leur psychologie, leur faire comprendre la nécessité déjà de la chirurgie et ce qu'on attend de la chirurgie. Et c'est à cette seule condition qu'elles peuvent vraiment accepter cette chirurgie et se faire prendre en charge comme il le faut. Et ça permet aussi, après la chirurgie, de continuer le suivi comme il faut avant leur réinsertion sociale proprement dit. Est-ce que les femmes vous viennent, à part les moments où les campagnes de prise en charge de réparation foraine? Les fistules obstétricales, il faut reconnaître que ce ne sont pas des affections courantes que nous retrouvons lors de nos consultations ordinaires. Parce que ce sont des femmes, comme on l'avait dit tantôt, qui sont isolées dans leur communauté, qui n'ont pas forcément accès à l'information. Et dans certaines communautés, lorsque cette affection survient, on pense qu'elle est inguérissable. Et c'est lié à un envoûtement, c'est de la sorcellerie, ce qui fait que ces femmes-là n'ont pas forcément le courage de venir vers les structures de santé pour qu'on puisse savoir exactement ce qui ne va pas. Ce qui fait que ces femmes-là, ce n'est qu'à l'occasion des sensibilisations où on parle des femmes qui perdent les urines quand elles écoutent ça par hasard. Et c'est à ce moment-là qu'elle arrive à se présenter éventuellement aux recruteurs. Oui, c'est à ce moment-là qu'on peut les voir lors des campagnes de prise en charge. D'accord, toucher une grande cible par l'information, Madame Siassou, et l'information pour réparer la fissure obstétricale, à quel coût? Oui, au Togo, le coût moyen de la prise en charge de la fissure obstétricale, depuis le recensement, la confirmation, le traitement chirurgical et la réinsertion socio-économique et psychologique est environ 600 000. Est-ce que ceci ne serait pas aussi un frein? Un frein pour ces femmes de sortir, d'aller se faire prendre en charge? Évidemment, ça constitue un frein puisque la fissure obstétricale, souvent, c'est les femmes qui vivent dans des coins reculés, des pauvres qui souffrent de la fissure obstétricale. Donc, il est difficile à ces femmes-là de se faire prendre en charge seules. Et qu'est-ce qui par fait? leurs propres moyens. Les actions sont en train d'être menées pour la subvention de cette prise en charge, n'est-ce pas? Bien sûr. Qu'est-ce qui fait la grande difficulté lorsqu'on évoque la fissure obstétricale au Togo? Aujourd'hui, lorsqu'on évoque la fissure obstétricale au Togo, la première difficulté, c'est lié à la femme même. Il faut que la femme accepte que sa maladie, la maladie dont elle souffre, est guérissable. Puisque c'est des femmes qui se cachent, qui n'aiment pas s'afficher. Parce que, quelque part, on dit que sa maladie, c'est lié à l'envoûtement, par exemple. Donc, il faut que la femme accepte. C'est une difficulté pour nous. Après, si elle accepte, qu'elle donne son consentement pour la prise en charge. L'autre problème qu'on a également, c'est lié aux ressources humaines qualifiées pour la prise en charge des cas de fissure obstétricale. Il y a les ressources financières aussi qui manquent des fois. Donc, le plateau technique aussi. Au jour d'aujourd'hui, il y a le Centre national de prise en charge de fissure obstétricale qui est le CHS Sokodé. À part le CHS Sokodé, nous n'avons que le CHU Sylvanus Olympio, le CHU Kara, qui traite la fissure obstétricale. Et en dehors de ces centres, on a l'hôpital d'Afagna aussi. Donc, nous voulons que dans toutes les régions, qu'il y a un centre de prise en charge. Donc, c'est l'un de nos défis aujourd'hui. Autant de défis qui ne restent pas, que nous allons voir réaliser
dans les jours, dans les années proches, n'est-ce pas? Surtout que l'État et ses partenaires ne ménagent aucun effort pour prendre soin de la santé de la population, surtout quand il s'agit des femmes et des enfants. Voilà. Professeur Sewa, ça se passe toujours bien avec les femmes pour la prise en charge? Tout se passe toujours bien? Oui, globalement, c'est une chirurgie. Il n'y a pas de Donc, difficulté alors? bien sûr, dans toute chirurgie, il peut y avoir des difficultés. Alors, le problème des fistules, c'est que lorsque ce sont des fistules qui sont simples, hein, la réparation ne pose pas de problème. Mais il y a des fistules que nous traitons de complexes, d'accord, qui peuvent intéresser plusieurs compartiments du bassin, ou bien des fistules qui ont duré pendant très longtemps, qui fait que les tissus sur lesquels nous allons faire la réparation ne sont pas assez viables. Donc, ce sont des cas qui peuvent poser des problèmes. Mais globalement, c'est une chirurgie qui se passe bien. Il y a quelques cas qui peuvent récidiver du fait de la difficulté qu'on a, du fait de la durée et de l'évolution de la fissure. Mais globalement, c'est une chirurgie qui se passe bien. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui de carence du système de prise en charge. Non, sur le plan de la prise en charge, je pense que nous avons quand même les ressources qu'il faut pour la prise en charge. Surtout lorsque les ressources financières sont disponibles et que la campagne est organisée. Sur le plan de la prise en charge, on n'a pas de grandes difficultés puisque nous avons les ressources humaines qu'il faut, les personnels qualifiés pour pouvoir prendre en charge ces fistules-là. Et donc, nous avons aussi tous les hôpitaux qui prennent en charge cela. Nous avons le Centre national de prise en charge également des fistules obstétricales qui est dédié à cela. Donc, ces infrastructures existent déjà et nous permettent de faire une prise en charge en bonne et due forme. Après quelle période ces femmes peuvent-elles reprendre normalement les rapports sexuels? Cela dépend en fait de la complexité de la prise en charge. Le plus souvent, c'est une chirurgie que nous réalisons par voie basse, c'est-à-dire que c'est à travers la cavité vaginale qu'on fait la réparation. Donc, en fonction des difficultés que nous avons, nous pouvons dire aux patients, il faut attendre 3 mois, il faut attendre 6 mois, ou parfois chez certains patients un peu plus, avant de reprendre l'activité sexuelle. Parce que vous savez que l'activité sexuelle, c'est une activité qui est mécanique. Donc, si la suture qu'on a mis en place n'est pas assez bien solide avant qu'on ne commence les rapports sexuels, vous comprenez avec moi qu'il peut y avoir des dégâts. Donc, généralement, tout dépend en fait du type de fistule qu'on a eu à opérer, mais généralement, entre 3 et 6 mois, ces femmes-là peuvent reprendre leur activité sexuelle. Il faut expliquer ça aussi aux hommes, n'est-ce pas? Bah oui, c'est très important parce que il faut le comprendre. L'homme qui est peut-être resté impatient pendant très longtemps, parce que déjà, lorsque la femme a cette fistule-là, ce n'est pas évident que cette femme-là puisse entretenir encore des rapports sexuels en ce moment-là. Et lorsque il y a cet espoir-là par rapport à l'homme que ce problème peut être réglé pour qu'il puisse retrouver sa femme comme elle l'était, il faut pouvoir expliquer à ces hommes-là que, ah oui, on l'a opérée, c'est vrai, elle n'a plus de fuite, c'est vrai, mais il faut être patient que la cicatrisation se fasse correctement avant éventuellement qu'il ne puisse reprendre les activités sexuelles. Et donc, pour surveiller cette cicatrisation, il faut que ces femmes reviennent pour des contrôles post-opératoires. C'est important, n'est-ce pas? Bien sûr, le contrôle post-opératoire, il est important, comme dans toute chirurgie d'ailleurs. À partir du moment où on a eu à faire une réparation de tissu, la cicatrisation doit être surveillée. Et ceci nécessite donc qu'on revoie ces patientes-là généralement, soit à 1 mois et à 3 mois généralement, pour pouvoir apprécier l'évolution des choses, éventuellement déceler d'autres complications post-opératoires qui peuvent survenir et les prendre en charge avant éventuellement de déclarer ces patientes-là définitivement guéries. D'accord. Madame Tiasso, vous nous avez évoqué les différentes actions, les différents défis auxquels vous êtes confrontés et dont vous vous battez au quotidien pour améliorer le quotidien de ces femmes et mieux prévenir la fissure obstétricale au Togo. Est-ce qu'il existe encore certaines actions que vous menez, que nous n'avons pas encore évoquées, toujours dans le sens de la prévention de la fissure obstétricale chez nous ici au Togo? Oui, et dans le sens de la prévention de la fissure obstétricale au Togo, nous avons prévu le renforcement du plateau technique de certains hôpitaux, comme le CHP Mango. Là, on a un expert là-bas. Le renforcement du plateau technique du CHU So, du CHU Kara
et aussi le CHP à Nehon. Donc, on a prévu doter de ces centres du matériel nécessaire pour la prise en charge des cas de fissure obstétricale. On a prévu le renforcement de compétences, de capacités des prestataires de maternité dans la prise en charge des complications pour prévenir la fissure obstétricale. Et on met également un accent particulier sur la sensibilisation pour que à tous les niveaux, qu'on puisse prévenir la survenue de la fissure obstétricale. Et professeur Sewa, la fissure obstétricale, une affection dévastatrice, mais qu'on peut prévenir, pouvez-vous nous rappeler une fois encore les mesures à adopter ou les moyens à observer pour prévenir la survenue de la fissure obstétricale? Cette question est la bienvenue parce que on le dit toujours en médecine, hein, prévenir vaut mieux que guérir. Et donc, en amont, il faut des actions. Et l'action, comme Madame Tiassou l'a dit tout de suite, c'est la sensibilisation. Sensibiliser les communautés pour qu'ils puissent adopter de bons comportements. La première chose, c'est que lorsqu'on tombe enceinte, il faut se faire suivre. Il faut faire suivre sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Et faire suivre sa grossesse, ça veut dire que lorsqu'on va dans un centre de santé, la sage-femme vous fait des prescriptions par rapport à la prise en charge de la grossesse. Il faut pouvoir honorer en fait ces prescriptions-là. Lorsque le moment est venu, on fait le pronostic de l'accouchement, on vous dit que par exemple, vu votre bassin, vu le volume du fœtus par exemple, vous ne pouvez pas accoucher par voie basse, qu'on puisse comprendre en fait qu'il ne faut pas s'entêter à accoucher nécessairement par voie basse. C'est-à-dire que lorsqu'on est enceinte, on fait un pronostic de l'accouchement, on se dit est-ce que la femme peut accoucher par voie basse ou bien il faut faire une césarienne éventuellement. Donc on doit sensibiliser les communautés pour qu'ils puissent comprendre cela. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on veut accoucher, il faut qu'on aille accoucher dans un centre de santé auprès d'un personnel qui est qualifié, qui est rompu à la tâche, qui connaît bien la mécanique donc de l'accouchement et qui peut déceler éventuellement les complications ou bien les difficultés qu'on peut avoir et pouvoir réagir assez tôt. Donc, ce sont ces deux volets qui sont vraiment très importants et qu'on doit porter à la communauté pour que les gens puissent comprendre en fait les mécanismes de survenue de la fissure et pouvoir l'éviter donc par ces mesures. Merci bien, professeur Sewa. Madame Tiassou, quel est ce dernier message? Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien de ce soir. Quel est ce dernier message que vous avez à l'endroit de nos chers téléspectateurs qui nous suivent? À l'endroit des téléspectateurs, c'est que la fissure obstétricale, c'est une affection qui survient suite à un accouchement compliqué, prolongé, difficile. Donc, elle est guérissable. Et toutefois, comme le professeur vient de le dire, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, je profite de cette occasion pour dire à nos jeunes sœurs qui ont l'âge de procréer, de faire un suivi médical lorsqu'ils sont enceintes, d'accoucher dans un centre de santé par un personnel qualifié, et aussi à l'endroit de la population que lorsqu'il y a un cas de perte des urines et dans la communauté, il faut signaler le cas dans le centre de santé le plus proche. Ntipe mana ne abe okeke le kpomi le didipe muadibe wanya bena fissure obstétricale alo adido tongongo alo gaze tongongo be doa eni doke vana ne o ividigbe ye evididia ba sen ye be didia doa leke be doa o dane nini domadamadayo o dane voa si ele ko gblɔna bena míaxe mɔ na dɔ be vava wu be míada doa enyuietɔ ele nyi bena míaxe mɔ na ebe vava míadze agbagba bena ne efu dze nyɔnuwo sia woayi kɔndzi ye ne woŋlɔ analyse woawɔ wo ne wodze adzi via woadzi vi le ekɔndzi
ne ame xɔ tutu ɖo ke dzia ne va ti vi na wo ye ŋgbale kɔ to yi dzi na Togo dukɔa bena ne ame ɖe le ekɔme ke aɖiɖɔ va yina le ŋutia woana ne ekɔndzi ke sɔ le woa gbɔa woanya woaŋlɔ ebe ŋkɔ ne miate da leke be dɔa nɛ. Sɔ ye dzia time ma kɔ to yi dzi na Togo dukɔa bena evi dzidzi to gɔmea yadzra ye tsã nyi. Vɔa evi dzidzi to edɔwɔwɔ me no wɔ dɔ na woa ŋuɖi fi ƒode o ye tsã yadzra ye enyuietoa ye nyi bena ne nyɔnu yi vidzigbea ne gbɔ kudo lãmesẽ ye evi ke be dza va yi dzia etsã ne gbɔ kudo lãmesẽ. Mawu ke na bena miadzi to gɔme miagbɔ ku lãmesẽa ŋutɔ ke gba fiɔ emɔnu be woate wɔ dɔ ne nyɔnu tsã ba kpɔ lãmesẽ evi ba kpɔ lãmesẽ enyi vevia donc magana ne mianya bena ne wòdza va yi dzi vi yewo to be wola wɔ dɔ na woa ada akpe na Mawu tsã bena ŋutɔ egba fiɔ mɔnu ke ate dzi via to ye la kpɔ agbe ŋunyi fi ƒode yo lo akpe na nu. Appelons Madame Tiasso. Professeur Sewa, un compliment sur ce dernier message. Oh, je pense que le message de Madame Tiasso, il est complet. Hein? La fistule obstétricale aujourd'hui, c'est une affaire de nous tous. Ce n'est pas une affaire seulement du personnel de santé. Alors, dans les communautés, toute personne qui a accès à cette information doit pouvoir relayer ça autour d'elle. À savoir que la fistule obstétricale, c'est une maladie qui est guérissable. Donc, lorsqu'on a des cas dans les communautés, il faut pouvoir les signaler dans les centres de santé les plus proches. Et c'est une affection qu'on peut prévenir, puisque prévenir vaut mieux que guérir, comme je venais de le dire. Et pour cela, c'est le bon suivi des grossesses, et inciter les femmes à toujours accoucher dans un centre de santé près d'un personnel qualifié. Ronanda Jana, prana ganere de chauda, rede yodo fona dale, yodo kudonga kweba yodo se fistule obstétricale. Buda kudongo kugba halo yo, him lo na halo, mbo awe rolo, buzoroko. Ama buda kudongo le, ye rinzum no yo, rede resda, rede quartier da, rede chauda, rede communauté da, ye rizum no yo zeze, rizum halo no yo, kudongo kuwa yo, rida mesi, halam baba da mesi bade. Buda kudongo bogom da kotayo, babuzo bochon bojolo bawazi kekeke bawazi abute bede halono ebuzo ebuse ene ewalu babuzo bacha tom na ke problem na ko ewo pues halo ho ewu krokota dundum bochon na ejolo mbone pokoma ze lolo le elolo emomo tono da la fia elolo bonga yo kowe rotono da la fia ho ja yo halo yo peut-être ze bacha rona halo lole bala bitome odaweke babuzo balole halo momo babuzo le babuzo bala tome halo ro ela bale. Voilà, chers téléspectateurs, c'est fini pour Santé d'abord de ce soir. Nous avons eu du plaisir à vous présenter cette émission avec nos deux invités. Nous étions ce soir avec professeur Edoué Vio Mesewa. Il est urologue au centre hospitalier préfectoral d'Anéro. Également, nous étions avec Madame Mana Tiassou, sage-femme de santé publique et cadre administratif des soins de santé à la direction de la santé de la mère et de l'enfant. On se retrouve mardi prochain pour une autre question santé. Je vous retrouve mardi prochain. Au revoir et à très bientôt.